Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle saison de Vide ton sac spéciale santé mentale et activité physique. Aujourd'hui, et dans les prochains épisodes, on donne la parole à des sportifs et à des jeunes qui nous parlent de leurs pratiques sportives, de leur vie étudiante, des défis qu'ils rencontrent au quotidien et comment ils y font face. On a choisi de donner la parole à des professionnels, mais aussi à des amateurs, parce que selon nous, chaque expérience compte. On espère que ces récits de vie et ces discussions sur des sujets parfois encore tabous vous donneront matière à réfléchir sur votre propre relation à l'activité physique et à la santé mentale, et pourquoi pas, vous lancer dans une nouvelle activité cette année. L'échange que vous allez entendre aujourd'hui se passe entre Léopold, 24 ans, bénévole de notre association Nightline, et Paul-Henri Mathieu, tennisman français professionnel. Bonne écoute. Bonjour Paul-Henri Mathieu, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, je me présente. Alors, je suis un ancien joueur de tennis professionnel. Je suis resté 20 ans sur le circuit professionnel, donc 20 années de carrière, donc c'était long. J'ai commencé le tennis tout petit à l'âge de 4-5 ans. Et j'ai dédié ma vie quasiment qu'à ça, parce que je suis parti en sport-études vraiment très très tôt, à l'âge de 11 ans. Voilà, j'ai pris ma retraite en 2017, à l'âge de 35 ans. Et ensuite, j'ai gardé un pied dans le tennis, où j'étais consultant un petit peu pour des médias. Je prenais part aussi à quelques événements tennistiques dans l'organisation de tournois et autres. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de rejoindre la Fédération française de tennis pour me réinvestir un petit peu auprès de ma passion. Et j'avais cette envie profonde de transmission auprès des plus jeunes, de partage d'expérience. Et depuis quelques semaines, je suis capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis et chef de la. Ouais, donc voilà. Toujours un pied dedans, mais je suis quelqu'un d'assez ouvert. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, donc on verra ce que la suite nous réserve. Mais pour l'instant, je suis les 2 pieds dedans à nouveau, investi à plein temps pour ma passion. Donc je suis très content. Ouais. En tout cas, je suis très content d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui. Et pour commencer un petit peu cette interview aussi, j'ai une question pour toi. Donc à Nightline, quand on fait la promotion de la santé mentale dans les universités auprès des étudiants, on pose souvent la question comment ça va vraiment. Ça permet de prendre 1 ou 2 minutes pour se questionner, faire un peu le point sur sa santé mentale. Et alors comment ça va vraiment, Paul-Henri Mathieu, aujourd'hui? Comment ça va vraiment? Ça va, je vais bien. C'était une année très chargée émotionnellement également, parce que j'étais très actif sur plusieurs projets. Il y avait pas mal de voyages aussi, donc j'avais perdu l'habitude de voyager. Donc moi j'ai deux petits enfants de bas âge. J'ai une fille qui a 6 ans et un garçon qui a 11 ans. Donc c'est pas évident de partir, de se déplacer en voyage. Donc j'ai dû me réadapter à ça. Donc j'ai eu des moments un petit peu plus difficiles cette année. Mais voilà, sinon il y a toujours des périodes un petit peu qui sont chargées émotionnellement et de fatigue qui sont présentes quand on enchaîne beaucoup de choses. On oublie un petit peu de prendre du temps pour soi, et je le ressens vraiment, quoi, vraiment. Maintenant j'ai d'autres missions qui sont là, donc avec d'autres objectifs, donc qui sont très excitants. Donc je suis hyper content de ces nouveaux objectifs, mais je sais que je vais devoir m'adapter aussi autour de ces objectifs pour garder cette fraîcheur et me sentir bien, et trouver un équilibre aussi entre vie professionnelle et vie privée, ce qui est important. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, ça va bien. Et il y a un mois, j'étais un peu fatigué. C'était un peu plus dur. Ouais. Et toi, comment tu vas? Ça va? Ouais, moi aussi, ça va plutôt bien en ce moment. Bon, je suis actuellement à une formation très intéressante en psychologie, et au mois de janvier, là, je vais commencer un travail, donc un petit peu pareil, une période un peu de transition qui est qui peut être un peu compliquée. En même temps, je suis assez excité aussi des nouveaux objectifs, et comme tu le disais aussi, un peu de commencer ce nouveau travail. Donc ouais, dans une bonne dynamique, je dirais, actuellement. Et donc, comme tu le sais, aujourd'hui, on va parler de santé mentale. Comment tu la définirais, toi, avec tes mots? Comment tu définirais la santé mentale?
La santé mentale, je parlais un peu d'équilibre entre vie professionnelle, vie privée, se sentir léger aussi. Souvent, on est pris par le temps et je parlais de prendre du temps pour soi-même. Parfois, on oublie complètement. Voilà, on est pris dans une spirale un petit peu infernale où on veut quelque chose toujours plus, où on ressent une pression qui est constante, mais surtout une pression de l'extérieur, mais qu'on se rajoute à nous-mêmes. Donc, il y a une double pression qui est là. C'est pour ça que parfois c'est important de prendre vraiment un moment pour soi, prendre du recul, souffler, de dédramatiser parfois aussi les situations, parce que parfois on s'en fait toute une montagne et c'est pas si complexe que ça. Il faut vraiment bien séquencer les choses, faire les choses les unes après l'autre. Donc pour moi c'est vraiment un équilibre à trouver et c'est vrai qu'on est rapidement en fait pris dans une spirale un peu infernale où on a l'impression que tout devient compliqué, que tout va mal. Surtout quand on est dans une grande ville en plus. Les gens ils bougent à droite, à gauche. On est dans les transports en commun, on a cours, je sais pas, à 9h, on part un petit peu à l'arrache. On a l'impression de courir à chaque fois après quelque chose. Et c'est pour ça que c'est important, vraiment, ne serait-ce que, je pense, tous les jours, d'essayer de prendre un petit moment pour soi, parfois quelques minutes, juste, je sais pas, fermer les yeux, souffler. Voilà, mais parce que sinon, si on additionne à chaque fois, effectivement, tous les soucis qu'on peut avoir, on peut avoir des périodes un petit peu difficiles, mais qu'on a tous, on est tous humains, on est tous humains. Donc, que ce soit étudiant, moi, sportif de haut niveau, ancien sportif de haut niveau, sportif de haut niveau, j'imagine les politiciens, c'est chefs d'entreprise, on a tous nos soucis, qui peuvent s'accumuler et on est un peu tous dans le même bateau et c'est important de prendre du temps pour soi. Ok. T'es d'accord ou Ouais, non, si, globalement, je suis très, complètement d'accord, même avec toi. Je pense qu'on est vraiment tous concernés par la santé mentale. Il y a vraiment la santé mentale, la santé physique, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on en prenne soin. Ça fait vraiment partie, je pense, de notre bien-être un petit peu d'une manière générale. Mais je pense aussi que depuis quelques années, il y a un peu cette injonction un peu, tu sais, au bien-être absolu. Et à Nightline, justement, on essaye un peu de nuancer peut-être ça, de dire que c'est ok de pas être ok. C'est un peu comme tu disais, de prendre le temps vraiment pour soi et quand il y a des moments un peu de on n'est pas bien, tu vois, c'est ok aussi de prendre ce temps-là. Mais ouais, non, totalement d'accord. Je partage un peu cette même vision que toi de la santé mentale. Et pour revenir un peu sur ton parcours, donc, tu le disais, tu as commencé le tennis très jeune, à l'âge de 4 ans. Tu as continué tout au long de ta scolarité. Et justement, comment on gère les études et le sport de haut niveau en parallèle? Alors moi c'est vrai qu'un parcours un peu spécifique parce que je suis parti donc en sport-études à 11 ans. Moi je suis strasbourgeois d'origine, je suis parti à Reims, donc j'ai quitté la famille. Là-bas, je faisais les cours le matin, donc j'étais en horaire aménagé et on s'entraînait l'après-midi. Donc j'ai fait ça. Donc je suis rentré au collège, donc j'ai commencé la 6e là-bas. Je suis resté 3 années jusqu'en 3e. Ensuite, je suis parti à l'INSEP. Et là, pareil. Alors là, c'est à Reims, on allait au collège et à l'INSEP, en fait, c'est les profs qui venaient à nous. Pareil, en horaire aménagé. On avait les cours le matin, on s'entraînait l'après-midi. Donc après, on avait pas mal d'absences aussi, donc on avait pas mal de cours à rattraper. Mais c'était plutôt bien organisé. Et c'est encore mieux organisé aujourd'hui parce qu'il y a les cours par correspondance. Tout ce qui est un cours numérique. Je veux dire, on a les téléphones, les iPads, les ordi, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Donc ça s'est un petit peu simplifié au fil des années. Et ensuite, moi, je suis parti aux États-Unis à l'âge de 15 ans. Donc j'ai fait une année de pause sur le cursus scolaire français en tout cas. J'ai intégré l'école là-bas, ça m'a permis de me mettre à jour. J'ai fait l'équivalent d'une seconde, mais ça m'a permis de me mettre à jour aussi au niveau anglais. Donc c'était une bonne chose pour moi. Pareil en horaire aménagé, j'allais en cours le matin. Je m'entraînais très très tôt le matin entre 6h et 9h. Et ensuite j'allais donc à l'école entre 9h et 13h et je me réentraînais l'après-midi. Donc, tu vois, donc là, on a cumulé et là, on n'a pas le temps de souffler. On est en pilotage automatique, quoi. Donc,
Ouais, donc j'ai fait ça pendant 1 an et ensuite j'ai repris les cours par correspondance et je suis allé jusqu'au bac. Donc j'ai fait le CNED. Voilà, et ensuite à l'âge de 18 ans, c'est compliqué parce que moi je commençais à aller sur le circuit professionnel. Il y avait des tournois quasiment toutes les semaines. Donc voilà, ça s'est arrêté là. C'est pour ça que ça m'aurait intéressé aussi de faire quelques semaines dans la peau d'un étudiant, voir ce que ça donne. Mais voilà, mais on essaie. C'est le monde de la fac. Exactement, mais on essaye après de combiner bien évidemment les deux, parce que c'est hyper important. Ça permet aussi de se libérer l'esprit. Alors libérer l'esprit, ça peut paraître assez paradoxal. Quand on bosse, quand on travaille, c'est court, mais on est tellement pris aussi par nos entraînements, par des objectifs très élevés qu'on se fixe. Donc aussi occuper son esprit à autre chose, c'est quelque chose qui nous permet de sortir de sa bulle aussi un petit peu. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de concilier, qui est très important. Surtout qu'une carrière de sportif de haut niveau, on ne sait pas quand ça s'arrête. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc c'est important d'aller au bout d'essayer d'aller plus loin, en tout cas dans le cursus scolaire. Bien évidemment, la plupart des jeunes vont jusqu'au bac. Et ensuite, il y en a qui continuent aussi avec un cursus un peu aménagé, où il y en a qui arrêtent et qui reprennent éventuellement leurs études une fois qu'ils arrêtent leur carrière. Ouais. Donc, toi, c'était quoi ton cursus scolaire? Alors, ouais, moi j'ai fait du coup une double licence et puis après je suis parti en master de psychologie. Donc une double licence en sciences biomédicales et en psychologie et après un master de psychologie. Voilà, et là je continue une formation en psychologie. Voilà, c'est vrai que j'aime particulièrement les études. Enfin, je trouve que c'est un monde qui est assez sympa, assez satisfaisant. Et enfin voilà. Après, mais oui, j'ai moins ce. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pense que de gérer la double licence, enfin, ça peut être aussi un peu. J'avais aussi des horaires aménagés, de suivre des cours aussi à distance, et c'est vrai que ça demande quand même une assez grosse organisation de la part des étudiants. Enfin, en tout cas, de ma part, c'était quand même assez contraignant. Mais tu te mettais une pression par rapport à ça ou non, pas forcément? Enfin, si, je pense que pour le coup, ouais, si, j'avais une petite pression. Enfin, ouais, il y avait pas mal de cours et je pense que la priorité c'était les études. Donc, ouais, franchement, si, ouais, j'avais une petite pression et c'est vrai que c'était pas forcément évident à gérer tout le temps. Il y avait toute cette pression au niveau des examens aussi. Enfin, réussir les examens, avoir de bonnes notes. Non, ouais, il y avait une petite, une petite pression qui était dans cette étude. Mais ouais, et du coup, par rapport au sport aussi, enfin, je sais que, depuis tout petit, je sais que je faisais du sport et j'ai fait du football, du basket, j'ai fait pas mal de tennis aussi, en loisir, en compétition aussi. J'ai fait pas mal de compètes. Et c'est vrai que pour moi, le sport, c'était vraiment associé à la notion de plaisir. Et du coup, j'ai arrêté le sport en club au début de cette double licence. Je pense que je me mettais trop la pression par rapport aux études et que j'avais un peu mis de côté le sport et avec le recul peut-être que je regrette un petit peu, je pense que ça m'aurait fait peut-être un petit peu de bien aussi de pouvoir sortir de cette bulle-là des études voilà, à ce moment-là. Mais toi, c'est l'inverse. Moi, je fais du sport, j'ai besoin de faire des études pour justement penser à autre chose et toi, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, j'ai besoin de faire du sport. Mais non, ouais, c'est très cool. Mais en tout cas, j'ai une autre question comme ça. Pour le grand public, on a souvent cette image assez positive du sportif de haut niveau. Est-ce que tu veux m'en dire peut-être un peu plus sur la réalité du tennis en compétition? Enfin, moi, j'en ai fait un petit peu, mais c'est quoi au haut niveau, en tout cas? T'as fait des tournois aussi ou pas? J'ai fait des tournois, mais je crois que j'étais classé 30, quelque chose comme ça. Enfin, tu vois, pas... Ça veut rien dire, mais tu sentais quoi avant les matchs? Ah, une petite tension aussi. Enfin, c'est vrai qu'il enfin, à la fois une excitation de jouer le match. Enfin, j'avais très envie de jouer. Puis il y a toute cette pression un peu. Moi, c'était mon oncle qui me regardait sur le bord du terrain. Donc il y avait un peu toute cette pression, par rapport à lui aussi. Enfin voilà, toutes les personnes qui étaient là. Donc ouais, non, et envie de bien faire évidemment aussi. Enfin, je sais pas si toi tu ressentais ça aussi. Ouais. Tout ce que tu dis, pour nous, c'est pareil. Ouais. On sent exactement exactement la même chose. Forcément, on se met de la pression, on est tendu avant de rentrer sur le court. Si on joue sur un gros tournoi, sur un grand court, chez nous, on a la pression de bien faire devant sa famille, ses premiers entraîneurs. Donc toute cette pression, effectivement, on la ressent également. Après, c'est comment on arrive à gérer cette pression justement pour en faire une pression positive. Voilà, mais d'être stressé avant un événement, un grand événement, c'est normal parce que ça veut dire qu'on a envie de bien faire. Ouais.
Si on arrive, si on s'en fout un petit peu, ouais, là, ça devient problématique. Mais Oui. on ressent tous de la tension. Et que ça soit avant le match, une fois que le match commence, on essaie de l'évacuer. Mais après, nous, alors le tennis, c'est encore un sport spécifique parce qu'on est tout seul sur le terrain et on a plein de phases émotionnelles pendant le match. Et parfois, on se rapproche de la victoire et on sait qu'on est proche, on est encore plus tendu parce qu'on se met encore plus de pression. Donc, et c'est tout le temps. Donc, c'est un petit peu les montagnes russes à chaque fois pendant un match. Et les meilleurs joueurs, c'est ceux qui arrivent à gérer au mieux leurs émotions. Mais il faut pas penser que les meilleurs ne ressentent pas ça. C'est faux. Tout le monde le ressent. Ouais. Et ils en parlent. Mais c'est comment justement gérer ces émotions. Ouais. Mais justement, comment on les gère? Parce que, enfin, moi, je sais que, comme tu le dis, c'est vraiment hyper compliqué. La balle de match, c'est une tension quand même assez hallucinante. Enfin, tu peux être à 2 points du match et te faire renverser par l'adversaire complètement. Et comment tu gères, toi, ces émotions au cours d'un match? Comment tu arrives à rester dans le match Bah, c'est hyper personnel. Ça, c'est des outils en fait que tu essaies de trouver qui te conviennent. Moi, par exemple, sur les balles de match, ou souvent quand j'étais devant au score, je me tordais encore plus parce que je me suis dit ça y est, je le tiens. Si je continue, je vais gagner. Et en fait, rien de me dire ça, ça me tendait. Donc voilà, on essaie de trouver des outils qui sont très personnels. Moi, par exemple, j'essaie de me mentir sur le score. Voilà, si je dis n'importe quoi, ça fait 5-4 au troisième set à moi de servir, donc je sers pour le match. Je me dis, ça fait 2-1 en troisième set. Ouais, tu croyais t'arriver à... Ouais, si ça fait balle de match pour moi, je me dis, non, c'est balle de jeu ou 30-40, voilà. Donc, c'était mon moyen. Alors, ça marchait pas tout le temps. Hein. C'est parfois, si on joue sur des grands cours, on entend les gens et tout ça. Donc, on se dit, non, finalement, ils te raccrochent à la réalité. Voilà, donc parfois j'avais cette technique-là. Sinon après un moyen aussi de prendre un petit peu plus son temps, de souffler, d'évacuer, de penser un petit peu à autre chose, ou de penser vraiment de se focaliser sur le moment présent. Vraiment, pas ce qui s'est passé avant, pas ce qui va se passer dans 2 secondes, mais maintenant, ce qui se passe maintenant, comment je vais préparer mon point, ce que je vais faire, et le fait d'avoir un objectif très précis, très présent. On oublie finalement dans le contexte dans lequel on est. On est vraiment concentré sur son objectif. Donc, ça permet de faire le vide. Donc, ça, c'est aussi un moyen, qui peut aider certaines personnes vraiment sous une pression ou tension, qui est soudaine et qui arrive. Je sais pas, quelqu'un qui doit faire un discours devant 200 personnes, il peut peut-être se concentrer, si ça marche pour lui, sur vraiment sur ce qu'il va dire, sur les premiers mots sur lesquels il va se concentrer, sur son introduction, voilà, des choses comme ça. Mais c'est pour ça que c'est vraiment personnel parce que chacun réagit un petit peu différemment. Peut-être qu'il y en a qui vont écouter de la musique avant de rentrer sur le terrain. Il y en a ils ont besoin d'avoir une musique qui les relâche, d'autres qui une musique qui les booste justement. Ouais. Donc chacun doit trouver un petit peu son chemin et ses outils justement pour gérer ses émotions. Mais je pense qu'il faut pas il faut pas les chasser ces émotions. Il faut les accepter parce qu'on les reçoit tous. Et on est tous humains et c'est quelque chose qu'on doit vraiment accepter, mais qu'on doit gérer, vivre avec et justement les accueillir, trouver des solutions. Parce que quand on ressent ces émotions, c'est qu'on a envie de bien faire. Donc c'est plutôt bon signe quand même. C'est plutôt bon signe. Ouais. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on a investi dans ce qu'on fait, qu'on a envie aussi de plaire aux autres, mais à se plaire à nous-mêmes. On a envie d'être fiers de nous-mêmes après avoir fait, le match ou l'intervention, ou on a envie d'avoir une bonne note. Donc on a envie de bien travailler avant un concours. Donc c'est plutôt bon signe. Mais c'est pour ça qu'il faut pas les éviter. Il faut pas se dire ok, je ressens du stress, des émotions. C'est pas normal, comment les autres ils font. Non, mais les autres, je sais pas. Tu parlais d'Omar Sy, tu aurais bien voulu échanger une journée avec lui. Je suis sûr qu'avant de faire un tournage, mais c'est certain, c'est qu'il ressent il ressent de l'excitation, c'est sûr, mais aussi de la tension parce qu'il a envie de bien faire. Je parle, mais ça serait intéressant de lui poser la question. Mais il y a beaucoup de similitudes entre tous les métiers. Et sportifs de haut niveau, il faut pas croire que même les plus grands ressentent pas de tension dans les moments un petit peu plus critiques ou chauds. Tout le monde ressent de la tension. Même un Nadal, même un Federer. Mais même un Djokovic, tout le monde. Et en fait, eux, ils sont si forts et ils sont restés si longtemps au très haut niveau parce qu'ils ont réussi à gérer ces émotions-là. Mais jamais ils vont dire, non, on a ces émotions, on va essayer de les chasser.
les chasser, c'est pas normal. Non, pas du tout. Il faut vivre avec et il faut les accueillir et trouver des solutions, voilà, pour justement que ça ne rajoute pas un stress supplémentaire et que ça nous empêche de bien faire ce qu'on doit faire. Ouais. Ok. Et j'avais une question aussi par rapport au rôle que peut jouer l'entourage dans la préparation mentale, dans la santé mentale d'un sportif de haut niveau. Enfin, je sais que toi, tu as été découvert aux yeux du grand public à l'âge de 20 ans, finale de Coupe Davis avec l'équipe de France à 20 ans. Comment tu étais entouré à l'époque? Comment tu as été préparé à ça, justement au niveau mental notamment? Tu te prépares un peu tout seul parce qu'effectivement, donc j'ai disputé la première finale de Coupe Davis donc en 2002. C'était contre la Russie. C'était ma première sélection et en fait jusqu'à 2 jours avant de disputer mon match, je savais pas en fait que j'allais jouer. Ouais, parce qu'en fait on nous dit l'équipe seulement 2-3 jours avant. Ouais. Donc en fait peu de temps pour se préparer et donc il y avait un mélange entre une grande excitation vraiment parce que c'était un rêve de gosse de pouvoir jouer une finale de Coupe Davis en France et avec un peu d'anxiété quand même parce qu'on se dit waouh parce que là la Coupe Davis c'est encore différent parce qu'on joue pour l'équipe de France, on joue pas que pour soi. Donc on joue aussi pour les copains qui sont autour et on a l'impression de jouer aussi pour tout un pays quoi. Donc voilà, il y avait cette envie de bien faire, mais de pas décevoir non plus. Voilà, si jamais je perds, de pas décevoir les copains et toutes les attentes qu'il pouvait y avoir autour. Donc, comme je l'ai dit, toi, et j'étais jeune, donc on doit finalement réagir très rapidement. On doit se dire, ok, il faut prendre du recul. Voilà, j'essaie de me concentrer sur ce que je dois bien, ce que je sais bien faire, ce que je dois faire. Voilà, mais c'est pas évident. Donc moi j'ai eu un match pour parler de ce match-là à rebondissement, je menais 2-7-0. Alors je me suis alors, je sais pas si je peux dire je me suis vu gagner non en fait ou très furtivement et ensuite l'adversaire est revenu donc on se dit ça rajoute à nouveau de l'anxiété encore plus, on disait mais tiens je le tenais mais finalement il revient. Donc je parlais de montagnes russes avant, mais là c'était les montagnes russes. Ouais. T'étais à 2 points du match, je crois, sur ce match-là. T'étais à 2 points du match. Ouais, t'étais à 2 points du match, ouais. Exactement. Mais donc c'est quelque chose qu'on apprend à gérer aussi sur le tas. L'expérience aussi, à force de faire ces matchs-là et de bien se connaître, ça nous permet de trouver justement ces outils-là. Mieux on se connaît. C'est pour ça que c'est très important de prendre du temps pour soi, de faire une petite rétrospective sur comment on se sent, les moments où on a échoué, les moments qui ont bien marché, les moments où on était tendu et finalement ça s'est bien passé. Essayer de se remémorer ce qu'on a bien fait. Donc c'est très important d'avoir vraiment une grande connaissance de soi et de prendre du recul aussi, du détachement par rapport à ces événements-là. C'est vrai que nous, dans une carrière de haut niveau, en général, en fonction des sports, ça dure seulement une dizaine, quinzaine d'années maximum. Donc en fait, on a une vie très accélérée, donc on doit tout apprendre très rapidement, quoi. C'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir se faire accompagner. Souvent, ça a été tabou de dire je me fais accompagner sur le suivi mental ou je suis suivi par un psychologue ou un préparateur mental ou je sais pas comment on peut appeler ça, un coach de performance ou ce qu'on veut. J'aime pas trop parler de psychologue parce que j'aime pas trop le terme psychologue dans le sport parce que en fait même général parce qu'en fait en général quand on dit psychologue c'est qu'on a un problème. Mais on n'a pas de problème. Ouais. C'est juste essayer de pousser la performance un petit peu plus loin. On parlait d'émotions, ou de moments où on se sent moins bien, mais c'est pas un problème parce que c'est quelque chose de commun à tous. On le ressent tous. Vous, moi, dans n'importe quel métier du monde. Ouais. Donc à différents stades et bien évidemment parce que peut-être que si on a l'impression que si on rentre sur un grand cours c'est décuplé peut-être mais sur un moment très très court. Mais après c'est quelque chose qui se répercute par contre à toutes les populations et je pense que ce qui était un petit peu tabou avant c'est que en tout cas il y a une vingtaine d'années quand moi j'ai commencé dans le sport de haut niveau on pouvait pas trop en parler, enfin on n'en parlait pas trop parce que quand on en parlait c'était signe de faiblesse. Ouais, c'est ça, je pense. Et quand j'ai vécu aux États-Unis, mais pas du tout, quoi. Ouais. Et c'est quoi alors comment ils voient ça? Il y a pas, en fait, c'est juste un moment, c'est juste pas un moment, un moyen, un autre moyen de s'améliorer. En fait, comme là, je vais parler très technique. Au tennis, on travaille, je sais pas, son coup droit, son revers, son service, et se faire accompagner sur la partie mentale.
bah, c'est comme si on travaillait un de ses coups. Bah, on s'entraîne. Oui. C'est exactement la même chose. Ouais. C'est ce que je disais avant, c'est d'accepter ses émotions. Parce que les émotions, elles font partie de notre vie. Ben 90% du temps, ou 95%, je sais pas, il y a dû y avoir des études par rapport à ça, mais 90% du temps, ben, on pense. On ressent des choses, on pense, on réfléchit, on imagine des choses négatives, positives. Donc c'est pour ça qu'il faut. Moi, je suis toujours parti du principe, quand j'avais une équipe, j'ai essayé de m'entourer vraiment de personnes très positives, parce qu'on a besoin d'avoir un discours positif pour aller vers l'avant, et surtout dans les périodes encore plus difficiles. Parce que parfois, on a des périodes un petit peu de bad où on n'est pas bien, on n'a pas le moral, on est malade. Ou pour un sportif de haut niveau, on est blessé, on sait qu'on va pas jouer pendant un certain temps. Et là, c'est très important justement d'avoir vraiment autour de soi, dans un cercle très restreint, que des personnes positives. Ouais. Donc, et ça fait partie effectivement de la santé mentale aussi, parce que on dit on n'est pas bien, mais on est des personnes qui nous supportent, voilà, qui permettent de remettre les choses dans leur perspective, d'avoir un discours positif en disant mais non, voilà, on va se refixer, je sais pas, des objectifs à très court terme, et petit à petit, on va se remettre sur le droit chemin, et d'accepter effectivement d'avoir des périodes un petit peu plus difficiles. Ça fait partie de la vie. Ouais. Toi, t'as ressenti ça déjà un peu, ou t'as traversé des périodes où c'était un peu plus dur? Forcément. Oui, oui, évidemment. Et je pense, tu parlais du psychologue, tu disais que c'était connoté très négativement. Et effectivement, aujourd'hui encore, je pense qu'il y a un peu ce tabou-là d'aller consulter un psychologue. Et moi, pour le coup, j'ai été consulter un psychologue quand quand ça allait moins bien aussi, moi, dans ma vie. Et c'est vrai que ça m'a aidé énormément à pouvoir faire le point, juste avoir un espace pour prendre le temps pour soi aussi, se poser des questions. Enfin, voilà, pouvoir vraiment avoir cette réflexion-là. Je sais que par exemple je pouvais me juger assez facilement, que j'avais envie d'avoir un peu cette meilleure version de moi, et donc j'ai pu vraiment poser ça avec ces questions-là dans cet espace-là, et donc depuis voilà, j'ai pris pas mal de recul aussi par rapport à ça, donc ouais, je pense qu'il y a vraiment tout ce tabou autour de la santé mentale qui est un peu à briser en France, et comme tu le dis, je pense que dans d'autres cultures c'est totalement différent. Ouais, parce que je pense après effectivement en France aussi, souvent on a la peur de l'échec. Ouais. C'est pour ça qu'on se rajoute une certaine pression. Parce qu'on dit mais si on rate, on a peur de se décevoir, mais de décevoir aussi les autres. C'est pour ça que c'est important de bien se connaître et de parler aussi à des personnes un peu extérieures qui vont pas du tout nous juger. Ouais. Et aux États-Unis, en fait, ils ont cette culture de l'échec, mais là-bas c'est fabuleux de rater, parce que si on rate, mais ça veut dire qu'on progresse. Parce qu'on essaye quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend le plus sur soi-même aussi, en disant, voilà, je pensais que ça c'était bien, j'ai échoué, donc je vais pas refaire 2 fois la même erreur. Et en fait, on progresse petit à petit comme ça. Ouais. Souvent, effectivement, on a cette peur aussi quand on crée quelque chose, je sais pas, des entreprises ici, on dit il faut pas que je rate. Mais c'est vrai que si on part comme ça, ça va être compliqué, parce que si on part avec ce principe-là, on va pas prendre beaucoup de risques, hein. On va rester un peu dans sa zone de confort en disant ok, je vais faire ce que je sais faire. Mais bon, si on veut progresser, il faut un peu sortir de sa zone de confort et essayer d'autres choses. Ouais, essayer d'autres choses. Et en fait, et ça aux États-Unis, c'est très ouvert. Ouais, mais on se dit, je sais pas, si on va là-bas et on se dit, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es entrepreneur, t'as créé combien d'entreprises? Si tu dis une, ils vont dire waouh. Ouais. Ouais. Ah ouais, t'as vraiment... Non, mais là-bas, ils sont surpris, quoi. Ouais, j'image un petit peu la situation, mais c'est un peu ça. C'est bien que là-bas, en fait, non, il n'y a pas plus on échoue et plus on progresse, en fait. Ouais. Aujourd'hui, tu es passé un peu de l'autre côté. Tu es capitaine de l'équipe de France, comme tu le disais. Tu seras aussi responsable de la délégation masculine aux Jeux Olympiques. Et comment les joueurs vont être préparés par la Fédération française de tennis, notamment pour supporter un peu toute cette pression des Jeux Olympiques, notamment. Je pense notamment aux jeunes, Arthur Fils, Lucas Van Haché. Il y a toute cette jeune génération qu'il faut préparer aussi. Comment tu penses que ça va être fait? Il y a une jeune génération effectivement qui arrive. Alors eux, ils n'ont pas encore leur place garantie aux Jeux Olympiques, parce que ça sera les 4 meilleurs joueurs au classement qui se qualifieront automatiquement. Ouais. Après, nous, on a un rôle plus d'accompagnement, parce que tous ces joueurs-là, ils ont leur structure privée. Donc, ils ont leur entraîneur tennis, leur entraîneur physique, leur physio. Ils travaillent aussi certains avec des préparateurs mentaux, d'autres pas.
Donc eux ils ont vraiment un suivi très spécifique à l'année. Nous, on est là en accompagnement, effectivement, d'avoir un petit peu aussi un avis extérieur ou effectivement d'avoir parfois, ça m'arrive d'avoir des discussions. Alors c'est ça qui est intéressant aussi pour eux, d'avoir des discussions un petit peu plus poussées, mais avec un avis extérieur, voilà, sans jugement. Voilà, et moi aussi, okay. C'est là où je peux apporter quelque chose, un partage d'expérience. J'ai été joueur, je sais dans les situations dans lesquelles ils peuvent se trouver. Donc voilà, d'avoir cette discussion vraiment très libre, parce que rien ne le fait d'en parler de ces situations qui sont parfois un petit peu difficiles pour eux. Voilà, juste le fait d'avoir une oreille à l'écoute, ben voilà, ça peut aussi libérer, se sentir mieux et repartir ensuite sur autre chose, ne pas se sentir jugé. Voilà, moi j'ai aucun jugement par rapport aux joueurs. Moi je suis là pour les accompagner, donc j'ai des discussions parfois très poussées avec eux, et en fonction des discussions qu'on peut avoir, ben soit eux ils peuvent se faire aider par leur équipe. Et s'ils peuvent pas, je sais pas si je peux avoir des idées, d'accompagnement autres, leur proposer des outils que nous on a à disposition, ou des personnes que moi que je peux connaître, qui peuvent éventuellement les accompagner. Mais ça se limite un peu à ça parce qu'ils ont tous en fait leur propre structure. Ouais. Non, mais c'est intéressant que tu parles d'oreille, d'écoute attentif, en tout cas de non-jugement. C'est un peu tous les principes aussi qu'on a à Nightline, notamment sur notre ligne d'écoute. Enfin, juste permettre aux étudiants de pouvoir être écoutés de façon anonyme, confidentielle, un peu sans jugement. Enfin voilà, il y a un peu tout ce côté-là. Je pense que pouvoir parler déjà, c'est une première étape avant dans le fait d'aller mieux aussi. Enfin, c'est quelque chose en tout cas d'assez important. Et enfin, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis aussi. Ouais. Non, mais c'est important. Ouais, ça permet de se décharger de plein d'émotions, de tensions, de vider un peu son sac, quoi. Et de se sentir parfois un peu plus léger après la discussion et quand on a une oreille vraiment à l'écoute, qui écoute, qui essaie de comprendre, on se sent aussi valorisé en disant il me comprend, c'est pas si grave, on va trouver des solutions. C'est pour ça que je parle effectivement d'oreille à l'écoute, d'être à l'écoute et d'être positif. Voilà, et de prendre du recul et rien que ça permet de prendre un temps pour soi. Et quand on prend un temps pour soi, on se connaît mieux, on apprend à se connaître, petit à petit. Ouais. Mais c'est important, c'est pour ça que c'est important de prendre ce temps-là, ne serait-ce quelques minutes, par jour. Je sais pas, on est dans le métro, on réfléchit, pourquoi je me sens pas bien, j'ai plein de soucis, et là on pense à tous les soucis, tout ce qu'on doit faire, et là finalement on se rend compte au bout de 3 minutes en disant mais non, si je fais les choses dans l'ordre, finalement non, c'est pas si grave que ça, c'est pas grave. Et tout de suite, finalement on se sent plus léger, quoi. Ouais. Mais il faut pas accumuler. Plus on accumule, plus c'est compliqué. Ouais. Non, je suis assez d'accord. Et dis-moi, qu'est-ce que toi tu fais pour prendre soin de ta santé mentale au quotidien? Est-ce que tu aurais des petits tips peut-être à nous donner là? Enfin, par exemple, comment tu fais pour bien dormir avant un match contre Nadal là? Si tu as un match demain contre Nadal, alors, ce qui est rigolo, c'est que je dormais mieux avant que maintenant. Ah ouais. Tu dormais, non, mais parce que quand on a une famille, on a plus de soucis, on a les enfants, l'organisation. Non, mais avant des grands événements, forcément il y a un peu vous l'avez compris, tu l'as compris, de tension, d'excitation. Moi en général, j'ai essayé de faire des mini séances de relaxation, vraiment de bien respirer, de souffler calmement avant de dormir. Et en général, j'imaginais et j'anticipais le match du lendemain. En fait, je m'imaginais en train de jouer. Et je m'imaginais en train de jouer, j'imaginais plusieurs scénarios. Alors, je commençais toujours par un scénario où ça se passait pas très bien. Comment je faisais pour renverser effectivement un début de match un peu catastrophique, ne pas paniquer. Et je finissais toujours sur un scénario où tout se passait bien. J'aimais bien finir sur une note positive, quoi. Donc le scénario qui se passait bien, forcément, j'y passais beaucoup plus de temps. Mais c'est important aussi d'imaginer, je pense, un scénario où ça se passe un peu moins bien, même si c'est sur un laps de temps plus court, pour pas être surpris si jamais le lendemain ça se passe pas bien, pas qu'on soit en panique en disant mais non, finalement je l'avais anticipé, ne panique pas, prends ton temps, ça va bien se passer, je sais pas, bouge plus tes jambes, en fonction du joueur, je sais pas, mais c'est pour ça que j'imaginais plein d'outils en fait quand ça se passait un peu moins bien. Et les scénarios où ça se passait bien, je m'imaginais en train de gagner ou en train d'avoir, je sais pas, des plans tactiques, des plans techniques. Je me voyais jouer en fait. Ouais. Et ça me permet
Ça me permettait d'anticiper un petit peu le match et de me calmer, et de trouver le sommeil petit à petit. Ouais. Voilà, c'était un peu moi mon moyen de trouver le sommeil avant les grands événements. Mais forcément, quand il y a beaucoup de tension, on dort pas hyper bien. Mais si on le sait, c'est pas grave. C'est pareil pour l'autre. Merci beaucoup en tout cas pour tes conseils sur la santé mentale. C'est vrai que moi aussi, avant un examen, il y a un peu tout ce côté de relaxation qui est hyper important. Enfin, je pense que j'ai besoin aussi de prendre mon temps, de faire des petits exercices de respiration. C'est devenu un peu un rituel aussi avant les examens. Et même avant cette interview-là, je faisais aussi des petits exercices de respiration. Donc voilà, c'est devenu... Toi, c'est intéressant. Ouais. C'est pour ça que je parlais, on a chacun nos propres outils. Bah ouais, c'est respiration. Peut-être que quelqu'un d'autre, ça sera, je sais pas, autre chose, regarder dehors, les oiseaux, le ciel, pour se calmer. Ouais, donc, mais c'est important, ouais. Bah ouais, non, je trouve ça en tout cas... Et ça marche, toi, ou... Bah écoute, sur le moment, oui, enfin même, je trouve que ça, franchement, ouais, j'ai beaucoup moins de stress et puis ça me permet de reconnecter au corps. Enfin, je trouve que les examens, c'est un moment très intellectuel, enfin, on fait marcher beaucoup le cerveau et là, pour le coup, c'est un moment où on fait baisser la tension intellectuelle et on se reconnecte un peu au corps, à nos sensations. Donc ouais, enfin, pour le coup, moi, je sais que c'est quelque chose, c'est pour ça d'ailleurs que je continue aussi à le mettre en place. Enfin, ouais. Non, franchement, ça marche plutôt bien pour moi, ouais, c'est plutôt assez cool. Bon bah... Faut continuer. Ouais. Du coup, ce podcast touche un petit peu à sa fin. Là, j'ai une dernière question. L'émission s'appelle Vide ton sac. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac, Paul-Henri? Dans mon sac de sport, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose. Ouais. Et pourtant, j'essaie de me forcer à faire un peu plus de sport parce que justement, ça me libère l'esprit et ça me permet de penser à autre chose. Je m'efforce de le faire et je le fais pas assez parce que, comme je l'ai dit, on est pris un peu dans une spirale infernale. Et je ressens le besoin d'en faire et quand j'en fais, je me sens beaucoup mieux. Donc je devrais en faire. Il faut que je me force à en faire plus, justement, à prendre un temps. Je parlais de prendre un temps pour soi, donc c'est quelque chose que je voudrais faire un petit peu en plus. Et donc dans mon sac de sport, question matérielle, vous l'avez compris, donc pas grand chose. J'ai un élastique pour faire un peu des mouvements élastiques. J'ai une paire de running, mais je peux pas beaucoup courir parce que je me blesse à chaque fois, donc à mon grand désespoir. J'aimais bien courir parce que le fait d'être dehors et de courir, ça me vidait l'esprit. Je pensais à autre chose. Mais malheureusement, j'ai quelques séquelles de ma carrière de haut niveau. Et ça, c'est un peu difficile. Donc, j'essaie de me soigner, mais c'est compliqué. Voilà, mais sinon non, donc j'ai vraiment pas grand chose, mais je voudrais avoir plus de choses. Ouais, je voudrais que la prochaine fois, si on parle, que mon sac soit un peu plus rempli. Un peu plus rempli. Bah écoute, moi non plus, j'ai pas énormément de choses en ce moment dans mon sac de sport, mais quand je faisais du tennis en compétition, je sais que c'était hyper important pour moi. Il y a la préparation du sac qui était très important. Enfin, à chaque fois, j'avais, pareil, je mettais ma banane, ma tablette de crunch, l'antivibrateur sur le cordage de la raquette. Enfin voilà, je sais que c'était un temps pour moi qui était juste nécessaire, essentiel. Enfin ouais, c'était assez marrant. Mais voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Paul-Henri Mathieu pour cette interview. J'étais très content de pouvoir partager ça avec toi. Et bonne chance pour les échéances à venir avec l'équipe de France. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est sûr que je serai devant ma télé pour suivre que ce soit la Coupe Davis, les Jeux Olympiques. Voilà. Bah, merci. Écoute, merci à toi, Léopold. Écoute, c'était très sympa. Voilà, cet échange. J'espère que ça va pouvoir servir un petit peu à tout le monde. Et on a vu les similitudes qu'il y a effectivement entre les étudiants, entre les sportifs de haut niveau, où tout le monde, qu'on était un peu tous dans le même bateau, que c'était important de parler aussi quand ça va un peu moins bien, parce que c'est quelque chose de complètement normal qu'il faut accepter. Et voilà, vous l'avez compris, d'avoir une oreille à l'écoute, je pense, c'est quelque chose de primordial aujourd'hui. Merci à Paul-Henri et Léopold pour leur témoignage. On espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre le podcast Vide ton sac et toutes les actus de Nightline, rendez-vous sur nos réseaux sociaux @NightlineFrance ou sur notre site nightline.fr. Et pour en savoir plus sur la campagne Tête la Première et sur la Nightline Run, rendez-vous sur têtelapremière.fr.